Corporation devient un des plus grands utilisateurs de Solent et Sandringham. La Grande-Bretagne affirme que bien des endroits isolés de son vaste Commonwealth ne possèdent pas de pistes d'atterrissage goudronnées et que sans les grands hydravions, les liaisons aériennes ne seraient pas assurées. La BOAC cesse de les utiliser en 1950, mais ces appareils continuent de servir d'autres clients pendant de nombreuses années, comme les compagnies aériennes norvégiennes et argentines. Le dernier vol à l'intérieur du Commonwealth britannique a lieu en 1974, quand la compagnie australienne Ansett Airways ferme la ligne au départ de Sydney, après la construction d'une piste d'atterrissage sur l'île Lord Howe. Dans les premières années d'après-guerre, les compagnies aériennes du monde entier transportent 18 millions de passagers, plus du double qu'en 1945. Si l'explosion de l'industrie des voyages par avion est possible, c'est grâce au grand nombre d'anciens appareils militaires en surplus. Dès qu'elles parviennent à en racheter, les compagnies aériennes du monde entier transforment les C-47, les C-54 jusqu'aux DC-3 et DC-4 en appareils civils. Plusieurs transporteurs américains utilisent les DC-4 plus gros et à plus long rayon d'action pour inaugurer des lignes transcontinentales avec une escale entre New York et Los Angeles. D'autres, comme American Overseas Airways, ont recours au DC-4 pour ouvrir une ligne transatlantique avec escale pour Londres, puis pour Berlin. En 1949, le nombre total des passagers transportés par les compagnies internationales est passé à 27 millions, et ce chiffre n'a cessé d'augmenter. Pour répondre à la demande croissante de lignes commerciales, de nombreux transporteurs se tournent vers un appareil qui va révolutionner le voyage aérien d'après-guerre, le Lockheed Constellation. Il arbore un fuselage pressurisé qui lui permet de voler au-dessus des conditions météo. Il peut transporter 81 passagers et sa vitesse de croisière est supérieure de presque 130 km/h à celle du DC-4. Très vite, le Connie entre au service de nombreuses compagnies et son succès inspire deux modèles encore plus gros et plus avancés, le Super Constellation et le Starliner. Ces deux appareils ont un rayon d'action sensiblement plus long que leurs prédécesseurs. Le Starliner, doté d'une voilure beaucoup plus grande et d'un réservoir supplémentaire, peut traverser l'Atlantique sans escale. C'est le dernier modèle équipé de moteurs à piston. Il transporte plus de 90 passagers et comme de nombreux vols sont encore longs, il offre souvent des services et des aménagements de première classe. Les Connie jouent un rôle primordial dans l'industrie aéronautique en comblant en partie la demande croissante de transport aérien avant l'avènement du jet. Bizarrement, ces avions de ligne luxueux et modernes rendront d'inestimables services dans l'aviation militaire 30 ans plus tard. En réalité, la conception des constellations date du début des années 40. Mais quand la Deuxième Guerre mondiale éclate, les appareils, encore sur les chaînes de fabrication, sont réquisitionnés par l'armée de l'air américaine. Avant la fin des hostilités, 22 d'entre eux ont servi sous la désignation militaire C-69. Au cours des années et des décennies suivantes, les Connie vont révolutionner l'aviation militaire. Au début des années 50, on les utilise comme banc d'essai pour le développement d'un poste de commande aérien, doublé d'un centre de surveillance électronique et d'une station radar plus connue sous le nom de EC-121 Warning Star. Finalement, des centaines de dérivés de l'appareil sont mis au point et vont jouer un rôle crucial dans la stratégie défensive des États-Unis pendant la guerre froide et plus tard. Quand l'Amérique se retrouve mêlée à la guerre du Vietnam, cet espion électronique est devenu un appareil d'observation aérienne extrêmement sophistiqué, capable de transmettre des informations sur les chasseurs ennemis aux équipages américains. Au cours de la guerre, les EC-121 sont amenés à jouer un rôle plus offensif, contactant directement les chasseurs américains et allant jusqu'à les guider pendant les combats contre les MiG nord-vietnamiens.
Les dernières opérations des Warning Star au Vietnam ont lieu en 1974, plus de 31 ans après que le premier Constellation ait pris son envol. Plusieurs anciens appareils militaires de la Deuxième Guerre mondiale, convertis en avions de ligne, vont continuer à rendre de grands services à l'armée après la guerre. La version militaire du DC-4 est rebaptisée C-54 Skymaster. Et en 1948, quand les Soviétiques instaurent un blocus terrestre autour de Berlin-Ouest, il devient le pivot d'un des plus extraordinaires efforts militaires en temps de paix de toute l'histoire, le pont aérien de Berlin. Jour et nuit, pendant presque 11 mois, les Skymaster atterrissent sur l'aéroport de Berlin-Tempelhof toutes les 3 minutes. C'est un effort logistique de proportions épiques. Décollant de bases situées à l'extérieur du rideau de fer, un flux continu d'avions approvisionne les habitants de Berlin-Ouest en nourriture, médicaments et essence. En tout, près de 1 600 000 tonnes de ravitaillement sont apportées à la ville coupée du monde en 196 000 vols. Les Soviétiques finissent par capituler et rouvrir les voies terrestres. Au bout du compte, les efforts incroyables des centaines d'équipages anglais, français et américains de Skymaster font échouer les plans soviétiques pour forcer la ville à se soumettre, empêchant également l'assujettissement de presque 2,5 millions de Berlinois. Malgré le succès du DC-4 dans le domaine militaire, ce sont les nombreux talents de son prédécesseur, le DC-3, qui deviennent légendaires après la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis en ont sorti près de 11 000 à eux seuls, et des centaines restent en service dans l'armée de l'air américaine sous le nom de C-47 ou Gooney Bird, jusque tard dans les années 70. En plus de servir de transporteurs à tout faire pendant la guerre du Vietnam, nombre d'entre eux sont utilisés pour des missions de guerre psychologiques, larguant des tracts et diffusant des messages radio au-dessus des positions Viet Cong. D'autres C-47 sont modifiés pour une guerre électronique. Ces appareils sont spécialement équipés de récepteurs puissants qui permettent à l'équipage de déterminer avec précision les positions ennemies en triangulant les coordonnées des transmissions radio. Mais le résultat le plus impressionnant de la conversion militaire du Gooney Bird, et par conséquent de tous les anciens avions de ligne, est l'appareil de combat AC-47, surnommé Spooky. Cet appareil insolite devient la principale arme pour combattre les féroces assauts nocturnes lancés par les Viet Cong. Il est équipé de 3 mitrailleuses Gatling montées sur le côté, chacune tirant plus de 100 coups à la seconde. Quand l'appareil vire sur l'aile, l'équipage peut déclencher des tirs de barrage extrêmement intenses et précis sur les positions ennemies. À cause des langues de flammes terrifiantes et du grondement strident des canons, les troupes au sol surnomment l'AC-47 Puff, le dragon magique. Grâce à ces anciens transporteurs, plus de 2300 postes avancés collatéraux parviennent à résister à l'avancée Viet Cong. Le 4 octobre 1958, la British Overseas Airways Corporation inaugure la première ligne transatlantique en jet avec un de Havilland DH-106 Comet. Le vol de retour New York-Londres sans escale est effectué en 6 heures et 11 minutes. Le Comet sort en 1949. Bien que les 2 premiers modèles disparaissent au cours d'accidents catastrophiques, il représente le début d'une révolution dans l'industrie aéronautique. C'est le premier avion de ligne à réaction, type d'appareil qui va réduire pratiquement de moitié les temps de vol passagers. On construit moins d'une centaine de constellations. Mais curieusement, ils vont également servir au développement d'une ligne d'avions militaires extrêmement efficace. En 1965, 2 Comets sont modifiés pour répondre aux besoins de la RAF d'un nouvel avion de patrouille maritime. Cette conversion débouche sur le Nimrod de British Aerospace, considéré aujourd'hui encore comme le meilleur appareil au monde de reconnaissance maritime et de lutte anti-sous-marin. Il dispose de toute une palette d'équipements de reconnaissance, depuis les caméras manuelles et fixes jusqu'au radar de surveillance à longue portée.
Un de ses outils les plus efficaces est un détecteur d'anomalies magnétiques, fixé à l'extrémité d'un bras dans le prolongement de la queue. Ce détecteur repère tout matériau magnétique en surface ou sous l'eau, permettant ainsi à l'équipage d'établir la position des sous-marins. Une fois sa cible repérée, l'équipage du Nimrod contacte d'autres avions ou des navires pour mener l'attaque ou la suit simplement en signalant son avancée à l'aide de signaux de fumée ou de bouées sonars larguées depuis l'avion. En cas de nécessité, l'équipage peut même lancer une attaque, l'appareil étant chargé de 7 tonnes de bombes, missiles anti-navires et torpilles air-mer. En dépit du succès du Nimrod, l'appareil de reconnaissance maritime le plus utilisé dans le monde est le Lockheed P-3 Orion. Il a été mis au point à partir du Lockheed L-188 Electra, avion de ligne à turboréacteur immédiatement disponible, capable de transporter une centaine de passagers. L'Electra a pris du service dans plusieurs compagnies en 1959, mais l'intérêt croissant pour les avions à réaction a considérablement limité son succès sur le marché des vols passagers. Pourtant, en 1957, la Navy a un besoin urgent d'un appareil de patrouille maritime. Cette demande entraîne un des programmes de conversion militaire le plus réussi de l'histoire. En 1995, près de 650 Orions ont été construits. Et l'appareil est employé tout autour du globe, effectuant des missions offensives anti-sous-marins et des missions de reconnaissance pour divers gouvernements des États-Unis au Japon. Les capacités de reconnaissance de l'Orion se sont développées de façon impressionnante au cours des années et sont équivalentes à celles du Nimrod. Mais sa soute à bombe peut transporter une plus grande charge de mines, de grenades sous-marines et de torpilles. En outre, il est équipé de 10 fixations sous les ailes pour le transport d'armements supplémentaires. Au début des années 70, cet ancien avion de ligne est devenu un véritable chasseur, capable d'attaquer des navires de nuit ou par gros temps, à une distance de près de 100 km. Peu après l'arrivée du Comet, à la fin des années 50, un deuxième avion de ligne à réaction, le Boeing 707, est mis en service aux États-Unis. Sur le plan technologique, le premier exemplaire est nettement plus avancé que le Comet et a un impact bien plus important sur le développement de l'aviation civile et militaire pour les années à venir. Le 707 est un succès phénoménal pour l'industrie aéronautique et pour Boeing. Les vols sont nettement plus agréables, rapides, tranquilles et sûrs que sur la majorité des avions de ligne à réaction. Et le fuselage spacieux permet d'accueillir confortablement jusqu'à 179 passagers. Voyager rapidement devient une option réelle et accessible pour un nombre croissant de voyageurs. En un an, ces nouveaux avions de ligne à réaction transportent plus de 2 millions de passagers. Chose curieuse, à l'origine, le premier 707 avait été mis au point pour l'armée. Le prototype, baptisé le Dash 80, était équipé d'une perche de ravitaillement en vol qui permettait de remplir rapidement les réservoirs de n'importe quel appareil militaire. La première des nombreuses commandes de l'US Air Force pour ses avions citernes et transporteurs KC-135 en 1954 permet finalement à Boeing d'en développer une version civile pour l'aviation commerciale. Aux premières versions du 707 viennent s'ajouter des modèles plus gros et à plus long rayon d'action, très vite employés par les compagnies aériennes du monde entier. L'arrivée de ces avions à réaction rend la majorité des transporteurs long courrier à moteur obsolètes et ouvre véritablement l'ère du jet. Depuis le début de cette ère, très peu d'avions militaires ont pu être adaptés et transformés en avions de ligne civile. Inversement, pratiquement tous les jets commerciaux mis au point depuis le Comet ont été utilisés par l'armée dans le monde entier comme transporteurs de troupes ou avions cargo. Pendant la guerre du Vietnam, les troupes américaines dépendent d'une ligne de ravitaillement aéroportée qui utilise entre autres des 707. Chaque appareil peut embarquer la même cargaison que 15 DC-4.
Au plus fort de la guerre, un flux continu de 707 vole 24 heures sur 24 pour transporter hommes et matériel vers la zone de combat et retour. Si les applications militaires de la plupart des jets se limitent à des avions cargo ou des avions citernes, le 707 a été utilisé dans un grand nombre de configurations. Vers le milieu des années 60, plusieurs dérivés militaires du C-135 sont modifiés pour pouvoir embarquer du matériel de communication et de surveillance électronique sous la direction de l'aviation militaire stratégique américaine, le SAC. À bord de ces EC-135 se trouve le Miroir, une version réduite du poste de commande principal souterrain du SAC qui contrôle ses troupes dans le monde entier. Si le centre principal était mis hors service, le contrôle des forces du SAC à l'échelle planétaire reviendrait à l'un des postes de commande aériens qui survolent les États-Unis 24 heures sur 24. Son équipage de combat est entraîné à gérer toute contre-attaque déclenchée par le président avec les bombardiers du SAC. Et même à lancer les missiles Minuteman si les postes de lancement principaux étaient mis hors service. La conversion militaire la plus étonnante du 707 est le E-3A Sentry, un appareil AWACS mis au point en 1977. Les AWACS sont équipés d'une antenne radar tournante de 10 mètres de diamètre et d'un centre de communication et de traitement des données contrôlé par ordinateur. Ces systèmes constituent un élément essentiel des moyens de défense occidentaux. Ils peuvent être utilisés pour commander et contrôler simultanément l'ensemble des appareils sur un théâtre donné, quel que soit le temps, le terrain, voire les contre-mesures électroniques. En 1988, un outil de surveillance nouveau et puissant est installé à bord d'un Boeing 707, plus de 30 ans après la mise en service du premier avion de ligne de ce type. Il s'agit du Joint Surveillance Target Attack Radar System, ou JSTARS, qui emploie une combinaison de radars de pointe pour détecter, identifier et suivre les cibles militaires se déplaçant lentement, comme les chars et les hélicoptères, loin en territoire ennemi. Ces renseignements peuvent être analysés à bord en temps réel, puis transmis au commandant au sol et aux pilotes dans toute la région. JSTARS a été utilisé pour la première fois lors de l'opération Tempête du désert, bien que sa mise en service officielle au sein de l'US Air Force ne date que de fin 1997. Le système avait alors reproduit des images de type photographique du terrain, des installations et des cibles fixes irakiennes. Il avait aussi joué un rôle majeur en aidant les armées de la coalition à localiser et détruire de nombreux sites de missiles Scud. Plusieurs initiatives ont été lancées pour convertir d'autres avions de ligne commerciaux à un usage militaire. Un des plus extraordinaires est le projet d'ABL, laser aérien qui transformerait un Boeing 747 en chasseur de missiles. Grâce à la surveillance radar, l'équipage est informé du lancement du missile à la seconde où il a lieu, et il suit sa course au moyen d'une grande tourelle installée dans le nez du 747. Dès que le missile déchire les nuages, l'ABL déclenche un laser à basse énergie. Et pendant que la cible est toujours en vue, l'équipage envoie un faisceau laser à haute énergie pour terminer le travail. Des tests poussés ont déjà prouvé l'efficacité du laser à haute énergie. Les concepteurs espèrent qu'en l'an 2007, au moins 3 de ces systèmes seront opérationnels. Aujourd'hui, la plupart des avions militaires deviennent de plus en plus spécialisés et pourront difficilement être convertis en simples avions de ligne commerciaux. Par conséquent, il y a peu de chances pour que l'on développe de nouveaux avions de ligne à partir d'appareils militaires comme ceux qui firent les beaux jours de l'aviation commerciale.
Les progrès technologiques qui résultent de la fabrication d'appareils militaires continueront à améliorer les avions de ligne, pendant que certaines technologies mises au point pour ces derniers bénéficieront à de futurs appareils militaires. Mais dans un avenir proche, il est beaucoup plus probable que ce sont les avions de ligne fabriqués en temps de paix qui seront amenés à jouer de nouveaux rôles hautement technologiques au sein de l'aviation militaire.